Aujourd'hui, nous sommes au département de musique de l'UQAM, dans un des studios d'enregistrement, et nous y rejoignons Hans Barnat. Bonjour Hans. Bonjour. On est dans un studio, un lieu de création et de rassemblement qui concentre diverses professions du secteur musical. Qu'est-ce qui vous a amené au studio et avec quelle casquette y êtes-vous entré? Alors moi, ma première expérience de studio, c'était en tant que musicien. J'ai commencé la musique comme corniste, jouer du corps d'harmonie. J'ai commencé à 7 ans, puis après j'ai fait du piano, toujours dans une école de musique, un conservatoire. Mais dès que j'ai commencé à jouer des musiques qui étaient plus sur partition, donc des musiques dites pop, là, non classiques, non jazz, adolescent, je me suis retrouvé... Après vers 16-17 ans, pour la première fois dans un studio, pour un enregistrement, là on était dans le sud de la France, donc c'est là que j'ai vu un petit peu tout ce qui se passait derrière ces murs, et c'est là que j'ai commencé à être intrigué par tout ce qui se passait dedans. Sur quoi ont porté vos recherches à propos du studio d'enregistrement? Alors en fait, mes premières recherches dans et autour du studio se sont portées sur le phénomène de la revitalisation d'un genre de musique centra-américain qui s'appelle la parranda garifuna. Donc c'est un genre de musique acoustique qui est né au 19e siècle, de la rencontre entre la guitare espagnole et des populations afro-autochtones descendantes d'Amérique centrale, le peuple garifuna, qui est établi au Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Et en fait, c'est un genre de musique qui était vraiment en train de disparaître dans les années 70, 80, 90, jusqu'à ce qu'un producteur du Belize, Ivan Duran, enregistre ces derniers détenteurs de cette tradition et en fasse une compilation qui était commercialisée dans un label sous l'étiquette de World Music. Et en fait, je me suis rendu compte en allant sur place que ce qui se passait à l'intérieur du studio d'enregistrement était aussi important que ce qui se passait en dehors. Donc j'ai vraiment utilisé le studio comme mon terrain de recherche, comme l'endroit dans lequel j'allais pouvoir observer des phénomènes de création, donc vraiment comme un laboratoire de recherche, aussi bien pour le chercheur que pour les musiciens, donc un laboratoire expérimental aussi pour les musiciens, les ingénieurs du son, et puis tout ce qui se passe à l'intérieur du studio. Je me suis rendu compte que ça pouvait être analysé comme un peu comme un microcosme de la société dans laquelle on se trouvait. Vous êtes actuellement professeur ici même à l'Université du Québec à Montréal, où vous enseignez, entre autres, un cours sur les musiques du monde. Dans quelle mesure votre recherche sur le studio a un impact sur votre manière de parler de cette musique à vos étudiants? Alors tout d'abord, c'est ça, ce cours de musique du monde qui reprend ce terme problématique et controversé, puisque c'est vraiment une étiquette commerciale qui a essayé d'englober beaucoup de genres de musique différents, alors que à chaque fois qu'on parle de musique du monde, donc ça englobe des musiques traditionnelles, des musiques folkloriques, des musiques populaires qui viennent de différents endroits du monde. On se rend compte que finalement toutes les musiques qu'on entend aujourd'hui, elles passent d'une manière ou d'une autre par un formatage, par le studio, par le filtre de la table de mixage, des compresseurs, de la réverbération, du mixage, du matrissage. Donc les liens entre musique et technologie sont vraiment indéniables aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on l'aborde dans notre cours. Donc sûr, on essaie de faire un panorama de toutes les différentes musiques du monde qui existent là, mais c'est donc forcément une tâche impossible, mais on fait aussi une emphase sur l'influence de la technologie sur la création de ces musiques-là, sur le formatage, la diffusion, et comment ces musiques, en fait, d'un point de vue local, elles s'internationalisent. Vous avez beaucoup de projets en cours et avez collaboré avec plusieurs institutions. Pourriez-vous nous parler de votre partenariat avec la Hacienda Creative? Alors en fait, la Hacienda, j'ai commencé à travailler avec eux comme compositeur dès mon arrivée à Montréal il y a une quinzaine d'années. J'ai rencontré Brian d'Oliveira, qui est le CEO de cette compagnie, qui est une compagnie qui travaille plus avec des jeux vidéo, qui fait de la musique vraiment originale pour des jeux vidéo, des publicités, des documentaires, des films, etc. Et en 2014, en fait, à Montréal, il commençait à y avoir le boom de la réalité virtuelle avec les studios comme Felix and Paul, le Centre Phi, qui commençait à créer des expériences de réalité virtuelle vraiment de plus en plus compelling, de plus en plus convaincantes. Et en fait, avec Brian, on a eu l'idée de finalement développer un outil de captation en 360 de performance de musique traditionnelle. Donc là, en fait, on s'est dit comment on pouvait
finalement transporter l'auditeur, l'usager, grâce à un casque de réalité virtuelle, au centre d'une performance musicale de musiciens du monde. Donc à partir de là, on a commencé à développer le Music Legacy Project. On est d'abord parti en Inde tout seul, rejoindre ces maestros qui connaissaient déjà depuis quelques années. Puis après, on est parti en Colombie en 2015. On a fait aussi une production ici au Québec, au Canada, avec des musiciens autochtones, donc avec des musiciens de powwow, avec un tambour powwow. Là, on peut voir plusieurs de ces vidéos-là sur YouTube, où on peut se déplacer aussi bien avec la souris que directement avec le téléphone ou la tablette pour se retrouver finalement au centre de cette expérience musicale. Concrètement, comment est-ce qu'on utilise un tel outil? Alors en fait, pour utiliser un tel outil de captation pour la réalité virtuelle, on prend tout d'abord une caméra à 360 degrés, donc avec des lentilles qui puissent capter tout autour le continuum à 360 degrés. On enregistre le son avec un microphone ambisonique, donc il y a un micro qui a quatre micros en fait qui captent dans toutes les directions pour recréer le son en 3D. Et en plus de ça, on rajoute, c'est vraiment l'idéal d'avoir chaque source sonore qui est enregistrée avec des micros individuels, donc monophoniques. Et une fois qu'on a enregistré tout ça, on va rajouter chacun des éléments monophoniques sur le vidéo en fait à plat. On va comme spatialiser le son, donc on va comme faire en sorte que chaque élément qu'on entend corresponde à ce qu'on voit quand on tourne, quand on se déplace dans l'expérience de réalité virtuelle, pour recréer finalement cette capacité qu'on a en tant qu'humain de localiser les différents éléments sonores, sauf que là on les spatialise manuellement dans le logiciel. Vous avez également un projet de recherche-création qui s'appelle le Nomadic Studio. Pourriez-vous nous en dire plus? Le projet, il est né sur une plage de Tanzanie où je me trouvais en 2012, où en fait j'ai rencontré des musiciens qui eux me disaient que ça leur coûtait $200 US pour aller enregistrer leur track de voix dans le studio à Stone Town, qui est la capitale de Zanzibar. Et moi je leur ai dit, mais attendez, là on vient de m'offrir un Zoom H4, en fait je venais d'avoir ça comme cadeau, qui est un enregistreur numérique, et quand on le plug à un laptop que j'avais, ça devenait comme un studio portable. Donc je leur ai proposé d'enregistrer une chanson, et puis on a créé comme ça la chanson Sinasera, qui est disponible sur le Bandcamp du Nomadic Studio. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à la miniaturisation du matériel d'enregistrement, c'était possible de déplacer finalement tout l'appareillage technique de manière minimaliste. Là, ça peut tenir dans un backpack, dans un sac à dos, et finalement on peut se retrouver à comme aller utiliser cette technologie pour aller enregistrer des gens un peu partout dans le monde. Donc c'est depuis ce temps-là, en fait, à chaque fois que j'ai pu avoir la chance de faire un voyage, j'ai enregistré donc une pièce à chaque fois avec des musiciens locaux, en collaboration avec des artistes. Donc l'idée de créer à chaque fois une pièce qui soit représentative de problématiques sociales, de thématiques qui sont abordées localement, qui sont vraiment pertinentes pour les acteurs locaux. Donc là c'était au Brésil, en Équateur, dans différents endroits en Colombie, mais aussi en France, au Danemark, en Tunisie, au Québec, aux États-Unis. Avec ce dernier projet, surtout, on sent que vous êtes vraiment proche de votre sujet, que vous allez sur le terrain en plus de faire de la recherche. Est-ce que c'est commun, ça? Qu'est-ce que ça apporte d'être proche de son sujet en ethnomusicologie? En voyageant, en me déplaçant avec la technologie, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen justement de proposer une manière un peu plus expérimentale de faire de l'ethnomusicologie, en essayant justement d'aller comme se servir de la technologie pour créer avec les gens des musiques, des œuvres qui soient représentatives de ce qui se passe localement dans ces endroits-là. Donc c'est comme une autre façon de faire de l'ethnomusicologie qui soit pas seulement juste
contemplative, mais c'est comme plus essayer de co-créer avec les gens sur place, d'essayer de comprendre un peu c'est quoi les problématiques sociales qui sont là et comment on peut finalement arriver à une production artistique et scientifique qui soit comme qui soit en écho ou qui résonne avec le contexte social déterminé de chaque endroit où on se déplace. Par mes expériences, pour avoir été très proche de mes sujets de recherche, pour avoir participé à des expériences de co-création, je me suis rendu compte que au contraire, ça m'avait donné accès à des données que j'aurais jamais eues, peut-être si j'avais été comme plus en dehors ou plus comme détaché de ce que j'étudiais. Lors de la conférence d'ouverture du dernier colloque COB, vous avez évoqué que la réalité virtuelle pouvait également être un outil de recherche en musique. Pourriez-vous préciser cette idée? C'est comme essayer de proposer finalement une nouvelle façon de faire de l'ethnographie où plutôt que ce soit un montage vidéo en 2D où on passerait d'une scène à une autre, là en fait, en utilisant cet outil-là, ce serait chaque utilisateur avec son casque ou sa tablette ou son écran sur l'ordi avec la souris qui choisirait où est-ce qu'il irait regarder. Donc en fait, qu'il irait lui-même faire sa propre ethnographie. On peut voir quelqu'un joue tel rythme ou tel instrument, mais en fait quand on se tourne, on peut faire un focus sur l'autre et puis essayer de comprendre un peu ce que l'autre joue. Donc c'est vraiment une manière un outil qui permet d'analyser encore plus en détail tous ces éléments-là dans une musique où il y a plein de choses qui se passent en même temps. Qu'est-ce que les nouvelles techniques d'enregistrement, de production et notamment la réalité virtuelle peuvent apporter selon vous à l'enseignement en musique? Les étudiants, quand ils viennent ici pour enregistrer, en fait, le fait d'avoir chacune de leurs parties instrumentales enregistrées en multipiste, après ça nous permet d'écouter vraiment en solo, on peut entendre juste la partie de chacun, ce qui peut permettre de faire des ajustements et qui peut leur permettre ensuite de vraiment améliorer leur jeu, et on peut leur donner des commentaires beaucoup plus poussés. Et puis aussi l'outil de réalité virtuelle aussi, il est intéressant pour des étudiants en pratique artistique. En fait, après leur performance, ils peuvent revivre ce qu'ils viennent d'enregistrer encore une fois, choisissant de regarder ce qu'ils veulent et d'essayer de comprendre un peu ce que eux ils sont en train de jouer, mais au même moment quelqu'un d'autre est en train de jouer autre chose. Et quand on est en train de jouer, on n'est pas forcément en train de se rendre compte de tout ça. Donc là, grâce à cet outil, on peut vraiment faire un retour sur notre performance. L'outil de captation en 360 permet, dans le cadre notamment de stages qui sont réalisés par nos étudiants qui vont dans les écoles de primaire ou de secondaire, on peut observer les réactions des étudiants et aussi les réactions des élèves. Donc pour les professeurs en enseignement de la musique, ils peuvent vraiment comme ça avoir un point de vue privilégié sur la réussite ou non des stages en enseignement de la musique qui sont faits dans notre département. Miss Badu's always coming for real. You know the deal, babe. Every time we go somewhere, I gotta reach down in my purse. Vous avez récemment obtenu une bourse du FRQ-SC pour un projet international. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce projet? Oui, en fait, ce projet est né tout d'abord en Colombie. C'est une équipe de recherche qui est dirigée par Juan Sebastián Ochoa, qui est professeur en musicologie à l'université d'Antioquia à Medellín, en Colombie, qui lui, en fait, avait déjà travaillé quelques années sur un projet similaire, d'où est sorti un livre qui s'appelle El Libro de las Cumbias Colombianas, donc le livre des cumbias colombiennes. Donc c'est un livre en fait qui est basé sur les real books, donc qui est vraiment un livre qui est fait avec des partitions, mais qui a aussi toute une première partie de contextualisation de qu'est-ce que c'est la cumbia, comment ça se joue, comment ça se retranscrit, et qui se base aussi sur un travail d'archivage. Et en fait, derrière, il a monté un projet similaire, mais sur les porros, qui est un autre genre musical emblématique de la Colombie. Et donc, en fait, il a monté une équipe de recherche ils sont 8 co-chercheurs. Il y a aussi bien des artistes musiciens que un archiviste, des musicologues, des professeurs de musique. Et en fait, il y a eu un appel du FRQSC juste au début de l'année 2020, où en fait, il proposait de créer une équipe de recherche au Québec pour s'arrimer à ce projet colombien. Et là maintenant on travaille avec 5 étudiants
dans une première phase, et donc ça commence par une phase de recherche ethnomusicologique sur qu'est-ce que c'est le poro colombien, comment on peut définir les différents styles de poros. Il y a au moins 6 ou 7 genres musicaux qui s'appellent poros, mais qui sont très différents dans différentes parties du pays. Et à partir de là, en fait, on sélectionne les pièces qui vont être transcrites. Et à partir des transcriptions, on va, comme c'est un projet de recherche-création, on va enregistrer en Colombie 3 disques basés donc sur ces transcriptions. Il y aura un disque qui va plus être de musique poro traditionnelle, un disque qui va plus être un disque de réarrangement, donc avec une chanteuse qui est une co-chercheuse du projet, une artiste, Claudia Gomez, qui elle va chanter accompagnée d'un guitariste, donc ils vont réinterpréter certaines de ces chansons-là. Et il y a un troisième disque qui est beaucoup plus expérimental, qui est fait à partir de samples qui vont être enregistrés sur le terrain. Et nous, en fait, en venant du Québec, on va, quand on pourra revoyager en Colombie, participer à l'enregistrement du premier disque, et on va aussi enregistré en 360 avec des musiciens locaux au moment des enregistrements, donc pour essayer de faire une ethnographie du processus d'enregistrement. Et à la fin du projet, on souhaite inviter une partie de l'équipe colombienne à venir ici au Québec pour présenter dans une journée d'études à l'UQAM les résultats du projet de recherche-création, donc aussi avec un concert, des conférences et des participations à différentes journées d'études scientifiques. En tant que chercheur, qu'ethnomusicologue, quelles sont vos ambitions à travers l'utilisation des technologies? Alors c'est sûr que moi en tant qu'ethnomusicologue, je me rends compte bien que au niveau épistémologique, toutes les nouvelles théories, les nouvelles méthodes qui sont arrivées en ethnomusicologie, on voit très bien qu'elles sont liées aux évolutions technologiques. En fait, à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle technologie qui est arrivée, on parle des prémices de l'ethnomusicologie avec le phonographe, les tubes en cire, puis après il y a eu l'enregistrement monophonique, l'enregistrement stéréophonique, puis après l'enregistrement surround, binaural, omnibinaural, ambisonique. Donc on voit vraiment que toute la discipline en fait a évolué en allant de pair avec les évolutions technologiques. Donc c'est sûr que moi, de mon point de vue, on est dans un monde où tout devient de plus en plus numérique et interconnecté, donc je vois pas comment on peut entrevoir le futur de l'ethnomusicologie sans le lier intrinsèquement aux évolutions technologiques. Puis là on parle de réalité virtuelle, mais il y a aussi la réalité augmentée, les réalités mixtes, donc c'est sûr que ça réserve un bel avenir au développement de cette discipline.